Maintenant que nous comprenons mieux comment déterminer le profil de menace pour un projet donné, nous pouvons mieux choisir efficacement une plateforme à partir de laquelle nous pouvons mener une enquête. Si vous faites différents types d'évaluations pour une variété de clients, il se peut que vous disposiez de plusieurs systèmes que vous exploitiez au cours de votre travail, chacun étant utilisé à certaines fins. Un bon exemple de ceci est un analyste qui utilise une machine virtuelle, qui sera la plateforme principale pour la partie reconnaissance. Mais il devra peut-être acheminer ce trafic vers un système basé sur le cloud pour fournir une couche supplémentaire d'anonymisation ou une géolocalisation autre. Lors de la sélection des systèmes que nous utiliserons, nous devrons examiner non seulement le profil de menace, mais aussi d'autres facteurs, notamment quels systèmes d'exploitation seront utilisés. Votre équipe connaît-elle l'un d'entre eux, mais pas les autres? Sur quelle plateforme fonctionnent vos outils? Choisirez-vous une plateforme basée sur le cloud, sur une machine virtuelle, ou sur un support en lecture seule pour effectuer votre travail? Utiliserez-vous les appareils mobiles dans votre travail? Si oui, achèterez-vous des appareils ou utiliserez-vous des simulateurs? Enfin, de quel type de soutien financier votre équipe dispose-t-elle pour acheter, louer et s'abonner à différents systèmes? Quel que soit le système que nous utilisons, il doit répondre à certaines exigences. Votre organisation, société ou client peut avoir des exigences système spécifiques, en fonction des lois, réglementations et politiques qui régissent votre travail. Regardons vite fait de quoi il s'agit. Il y a des coûts initiaux lorsqu'une nouvelle plateforme OSINT est créée. Votre équipe devra peut-être acheter un logiciel de virtualisation ou louer un serveur cloud. De nombreux fournisseurs de serveurs cloud disposent de calculateurs qui peuvent estimer le montant de votre facture mensuelle pour l'utilisation de leurs produits. Vous devez également déterminer qui va installer, configurer et entretenir le système. Ces coûts de main-d'œuvre peuvent être importants selon le système que vous choisissez d'utiliser. Non seulement il doit être abordable à utiliser et à entretenir, mais il doit aussi être digne de confiance. Pour cela, certains des sites web que vous pouvez visiter dans le cadre d'une enquête OSINT peuvent tenter d'exploiter votre navigateur web ou héberger des fichiers contenant des logiciels malveillants. Votre système OSINT doit être exempt de logiciels malveillants et publicitaires. Les clients seraient furieux si le travail pour lequel ils payaient votre entreprise était volé par un attaquant qui avait compromis votre plateforme OSINT. Il doit aussi être fiable. Les enquêtes OSINT sont limitées dans le temps. Il vous sera peut-être demandé de surveiller l'opinion des médias sociaux à la recherche d'une émeute en cours ou de retrouver une personne récemment portée disparue. Lorsque vous devez effectuer une enquête, vous devez savoir que votre plateforme OSINT est là, attendant que vous fassiez votre travail. Elle doit aussi être nettoyable. Une fois l'évaluation terminée, vous devrez probablement supprimer les données, les fichiers de configuration et les artefacts, tels que les captures d'écran, que vous avez générés lors de l'évaluation précédente. Mélanger les résultats d'un client avec ceux de nôtre n'est pas le signe d'un travail professionnel. Pour cette raison, vous voudrez vous assurer que le système que vous utilisez peut être facilement préparé pour la prochaine enquête. Parfois, cela signifie prendre juste un instantané du système, puis une fois l'enquête terminée, ramener votre système à cet état antérieur. Amazon, Microsoft, VMware, VirtualBox et plein d'autres disposent de fonctionnalités d'instantané que vous pouvez étudier. Vous devez vous poser aussi la question de savoir si ce système doit être multi-utilisateur. Êtes-vous la seule personne à utiliser la plateforme pour le travail OSINT ou votre équipe l'utilisera-t-elle également? Est-ce qu'il doit être accessible à distance? D'où est-ce que vous et votre équipe devrez accéder à la plateforme? De la maison, de l'intérieur d'un certain bureau, de n'importe où dans le monde? Pour le côté multi-utilisateur, nous rajouterons: est-ce que vous utilisez simplement un système ou une équipe l'exploitera-t-elle? L'utilisation d'une machine virtuelle locale peut être parfaite si vous êtes un enquêteur solitaire sur un projet, mais sous-optimale si d'autres personnes travaillent également sur le projet. Un système local est simple d'accès puisque vous l'utilisez sur votre ordinateur. Si votre équipe choisit d'utiliser un serveur cloud pour la plateforme OSINT, comment y accéderez-vous? L'idée d'utiliser une interface utilisateur graphique, un GUI, pour interagir avec votre plateforme OSINT est associée aux éléments précédents. Certains des outils que nous utilisons dans l'OSINT nécessitent une interface graphique, et d'autres fonctionnent très bien à partir d'une ligne de commande. Une considération supplémentaire est le niveau technique de vos enquêteurs. Sont-ils à l'aise pour naviguer en utilisant simplement une fenêtre de terminal SSH, ou ont-ils besoin d'un ordinateur de bureau? Pour ce qui est des mises à jour, c'est un point important puisque vous souhaiterez garder vos logiciels installés et votre système d'exploitation à jour et au dernier niveau de fonctionnalité. Cela peut être facile pour certains systèmes, tels que serveurs cloud et machines virtuelles, et plus difficile avec d'autres comme les médias en lecture seule. Lorsque nous considérons les exigences de notre plateforme OSINT, l'une des plus importantes est de savoir où elle réside et de quel type de système il s'agira.
Il existe une variété d'options pour les systèmes physiques et nous évaluerons les principales classes. Nous pouvons avoir un système physique dédié. Dans ce cas, les enquêteurs peuvent utiliser des ordinateurs portables, des appareils mobiles, pour effectuer leur OSINT. Certains enquêteurs achètent des appareils flambant neufs au début de chaque nouvelle mission. Nous pouvons aussi utiliser des machines virtuelles. Ce sont des systèmes utilisant des technologies de virtualisation de serveurs, tels que ESXi de VMware, ou utilisant des logiciels pour ordinateurs portables de bureau tels que VirtualBox ou Fusion pour Mac. Le système d'exploitation VMware Workstation pour Windows et QEMU exécute des machines virtuelles. Il existe en ligne des machines préconfigurées pour des outils OSINT tels que Kali ou Tracelabs. Enfin, nous pouvons choisir de prendre une plateforme sur le cloud. Les systèmes cloud sont simplement des serveurs situés dans des salles de serveurs de quelqu'un d'autre. Ces systèmes peuvent être des systèmes d'exploitation préconfigurés avec des logiciels installés ou des serveurs sur lesquels vous devez choisir et installer le système d'exploitation. Il existe une variété de coûts, de méthodes d'accès et de choix avec ce type de plateforme. Certaines sociétés de serveurs cloud sont Amazon, Azure de Microsoft ou Digital Ocean, voire même OVH. Sur les ordinateurs de ces fournisseurs, vous pouvez installer des systèmes complets ou simplement un VDI, Virtual Desktop Interface, sur lequel il y aura peut-être tout simplement un navigateur web. Nous souhaitons très probablement que l'adresse de notre réseau domestique ou professionnel soit différente de notre adresse IP professionnelle normale. Nous ne voulons pas que les sites que nous visitons sachent que nous travaillons pour une organisation gouvernementale ou qu'un concurrent sache que nous effectuons des analyses de business intelligence sur eux. Nous pouvons utiliser un réseau distinct pour une connexion Internet en connectant nos ordinateurs à un téléphone, en utilisant un appareil sans fil ou en obtenant une connexion réseau distincte via un réseau câblé sans fil ou fibre. Les VPN sont utiles à notre travail car ils créent des tunnels chiffrés par lesquels circulent nos données. Cela protège notre contenu de la lecture, mais cela a aussi d'autres avantages, tels qu'une adresse IP différente. Lorsque vous vous connectez à un serveur via VPN et que vous lui envoyez du trafic réseau, lorsque vous vous connectez à un serveur via VPN et que vous lui envoyez du trafic réseau, vous naviguez sur Internet et interagissez avec des sites via l'adresse IP de ce serveur. Cela masque votre véritable adresse IP. Ainsi, si vous travaillez depuis votre domicile et que vous ne voulez pas que les gens le sachent, vous pouvez vous connecter à un serveur via VPN et naviguer sur le web à partir de celui-ci. Le fournisseur VPN connaîtra l'adresse IP du réseau, mais pas les sites avec lesquels vous interagissez. De plus, la plupart des fournisseurs VPN disposent de nombreux serveurs auxquels il est possible de se connecter et dans de nombreux pays. Cela est bénéfique pour notre travail car nous pouvons visiter des sites à partir d'une adresse IP située dans le pays sur lequel nous enquêtons. Les inconvénients de l'utilisation des VPN, peut-être qu'ils peuvent utiliser des adresses IP bien connues, peuvent être interdites ou bloquées sur les sites que vous souhaitez visiter. D'autres personnes sur ces réseaux peuvent avoir ces adresses IP bannies avant que vous ne les utilisiez. Imaginez si vous exécutez un outil via un VPN et qu'un site interdit l'adresse IP du VPN. Ce n'est pas un problème pour vous, il vous suffit de passer un nouveau point de terminaison VPN, d'obtenir une nouvelle adresse IP et de continuer à travailler. Je vous ai mis en ressource une page web qui fait une comparaison des différents VPN et nous pouvons regarder vite fait de quoi il s'agit. Voici le site qui est that1privacysite.xyz et vous aurez là une petite comparaison des différents VPN avec une petite explication. Vous pourrez le télécharger si vous allez sur cette partie du site et vous pouvez voir qu'il y a différents formats. Votre organisation peut décider que votre travail est suffisamment sensible pour mettre en place votre propre serveur cloud et exécuter votre propre serveur VPN. Cela peut être rentable à condition que vous utilisiez par exemple la version communautaire d'OpenVPN. Quelques mises en garde avant d'utiliser et configurer votre propre serveur VPN. Tout d'abord, vous devez savoir que vous devez avoir des personnes qui comprennent Linux et savent installer et configurer des logiciels. Cela peut être un défi lorsqu'un système est simple et ces serveurs VPN peuvent devenir vite compliqués. De plus, il arrive parfois que les plateformes cloud n'autorisent les utilisateurs qu'à utiliser un certain nombre d'adresses IP sur Internet. Si celles-ci sont rattachées à votre serveur et qu'elles se font cramer ou brûler, il peut parfois être difficile de les changer. Nous utilisons des navigateurs web pour une grande partie de notre travail au ZINT. La recherche, la navigation et la collecte de contenu web sont beaucoup plus faciles grâce à un navigateur solide, extensible et sécurisé. Il existe de nombreux choix sur le marché des navigateurs. Les plus connus sont Chrome de Google, Firefox de Mozilla et Edge de Microsoft.
Les navigateurs web modernes fonctionnent sur la plupart des systèmes d'exploitation de nos jours. Nos choix d'utiliser l'un ou l'autre lors de nos évaluations seront déterminés par les exigences et les fonctionnalités de chacun. Nos premiers choix devraient être ceux qui sont extensibles et facilitent notre recherche en OSINT. Firefox et Chrome sont d'excellents choix. Firefox et Chrome sont d'excellents choix, car ils disposent tous deux d'extensions pour augmenter les activités de nos navigateurs pendant notre travail. Certaines de ces fonctionnalités augmentent notre confidentialité et notre sécurité pendant que nous collectons nos int. D'autres peuvent nous aider à enregistrer ce que nous avons recherché ou les pages que nous avons visitées. Et d'autres modules peuvent recueillir davantage de données sur la page et son contenu, ou sur les sites que nous visitons. En tant qu'enquêteur, nous visiterons et récupérerons des données sur des sites web susceptibles de ne pas être fiables. Il y aura des bugs, du JavaScript malveillant et des sites qui tentent de suivre chacune de nos requêtes et de nos clics. Pour nous protéger, nous pouvons exploiter certains add-ons et extensions qui bloqueront ces attaques et garderont nos activités plus privées. Nous disons plus privées car nous comprenons que tout ce que nous faisons sur Internet de nos jours est surveillé et enregistré. Ce que nous pouvons faire, c'est essayer d'empêcher autant que possible les systèmes de collecter des données sur notre travail. Examinons quelques-unes de ces extensions que nous pouvons installer pour rendre notre travail plus sécurisé. Privacy Badger, par exemple, a été créé par le FFF. Ce module complémentaire fonctionne pour bloquer les ressources chargées à partir d'autres sites, de médias sociaux et de trackers publicitaires. Sans bloqueur, vous courez le risque de charger des ressources malveillantes connectées au site web que vous visitez et de permettre également à d'autres sites de suivre vos mouvements dans les applications web. Il y a aussi uBlock Origin, qui est un bloqueur de publicité très complet et hautement personnalisable, et peut exploiter une variété de listes de domaines qui diffusent généralement des publicités et des logiciels malveillants. Il y a aussi Location Guard. Si vous souhaitez rester anonyme sur Internet, il n'est pas très furtif de savoir de quelle ville, État et pays vous envoyez du trafic. Location Guard anonymisera votre emplacement et vous permettra de définir manuellement l'emplacement de votre navigateur. Cela peut être utile pour certains web qui tentent de vous géolocaliser à travers votre navigateur. Enfin, nous avons l'add-on Multicompte Firefox qui permet de créer des conteneurs dans les onglets de votre navigateur afin que les trackers, cookies et autres données ne puissent pas passer entre eux. Il existe un grand nombre d'autres add-ons qui sont utiles et peuvent être ajoutés au navigateur pour faire des enquêtes plus efficaces et plus sécurisées. Il est suggéré que vous et votre équipe évaluiez tout ce que vous ajoutez à votre navigateur pour détecter d'éventuels problèmes de sécurité et de trafic réseau parasites avant de les utiliser dans les évaluations. Certains modules ont la capacité de suivre, d'enregistrer et d'envoyer toutes les entrées de l'utilisateur au propriétaire du module. Ce serait un cauchemar si vos données étaient envoyées à un adversaire. En ce qui concerne les add-ons qui améliorent nos enquêtes, nous disposons d'un certain nombre d'options intéressantes. Ce ne sont pas les seules extensions utiles, mais elles peuvent servir de point de départ. Regardons par exemple Unsly, que j'ai déjà mentionné, qui est un excellent enregistreur de données pour Google Chrome. Ensuite, vous avez Instant Data Scraper. Cette extension recherche les données des tableaux HTML dans les pages, puis les extrait dans un document CSV ou XLS, c'est-à-dire Excel, accélérant ainsi notre capacité à collecter et stocker des données. Vous avez aussi User Agent Switcher. Lorsque nous envoyons du trafic web à un serveur, la plupart du temps, des informations supplémentaires appelées agents utilisateurs sont envoyées avec. Celles-ci contiennent des informations sur le navigateur ou l'application que vous utilisez. Vous envoyez aussi la version et également le système d'exploitation sur lequel vous travaillez. Nous pouvons modifier ces données pour essayer de tromper le serveur de destination en lui faisant croire que nous utilisons un navigateur différent de celui que nous utilisons réellement. Nous avons aussi Dondemol, qui par exemple lors d'une enquête aux int, nous permet de télécharger des images, des vidéos à partir de différents sites web. Utiliser cette extension nous permet de gagner beaucoup de temps. Enfin, nous avons aussi Search by Image. C'est une extension qui permet à l'utilisateur de cliquer rapidement avec le bouton droit sur une image dans une page web et de l'envoyer à la recherche d'images de Google, Yandex, ainsi que bien d'autres moteurs de recherche. Au fur et à mesure que vous collectez, annotez et analysez des données, vous devrez inévitablement sauvegarder ces données quelque part. L'endroit où vous les enregistrerez sera déterminé par la configuration de votre système et vos politiques. Regardons ensemble quelques éléments à prendre en compte concernant le stockage. Regardons pour ce qu'il en est de la conservation des données. Il s'agit simplement de la durée pendant laquelle vous conserverez vos notes, photos, vidéos et rapports. Bien que cela soit parfois déterminé par les exigences de votre client,
Par exemple, certains clients peuvent souhaiter que vous supprimiez certaines informations juste après la livraison de votre rapport final. Vous et votre équipe devrez avoir mis en place une politique de conservation par défaut. Cela permettra de noter quel type de données votre équipe stocke et pour quelle période. Conserverez-vous toutes les données et notes d'une évaluation ou seulement le rapport final? D'autres facteurs déterminants ici peuvent être des restrictions légales, telles que des affaires pouvant être portées devant les tribunaux. Pour ce qui est des noms des fichiers, c'est une donnée qui est souvent négligée. Lors de votre enquête, vous pouvez rassembler des dizaines, voire des centaines d'images, de documents et de résultats provenant d'une variété d'outils. Le fait de tout regrouper dans un seul répertoire avec des noms de fichiers aléatoires signifie que vous devrez les parcourir plus tard et examiner chaque fichier pour déterminer le type de données et si elles doivent être conservées ou détruites. Envisagez de créer un schéma standard pour les fichiers que vous collectez et peut-être une structure dans les répertoires. Aussi, où stockerez-vous ces données? Nous avons déjà évoqué certaines des préoccupations des gens concernant la localisation des données dans le cloud. Mais qu'en est-il de la sauvegarde des données sur votre système local, sur un partage de fichiers, dans une machine virtuelle? L'endroit où vous enregistrez le contenu peut avoir de grandes implications après l'évaluation, surtout si votre travail aboutit sur une procédure judiciaire ou même sur des appareils susceptibles d'être emportés en dehors de votre bureau. Chiffrer. Cela ne devrait pas être une option. Chaque système d'exploitation majeur dispose de méthodes de chiffrage des disques durs et des supports amovibles. Utilisez-les pour protéger les données de vos clients lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Nous avons déjà mentionné que l'utilisation du chiffrement de disques est importante pour empêcher des personnes non autorisées d'accéder à vos données. Un sentiment commun parmi les gens est que, puisque la plupart des données que nous collectons sont publiques, pourquoi devrions-nous nous donner la peine de les protéger? Il y a deux raisons à cela. L'agrégation de données sensibles rend les informations plus sensibles. Votre analyse et vos notes seront également stockées avec ces informations, et celles-ci pourront contenir des données qui devraient être restreintes. Chaque système d'exploitation majeur dispose d'un mécanisme permettant d'effectuer un chiffrement complet du disque. Sur Windows, nous avons BitLocker qui est intégré à Windows depuis la version Vista. Il est facile à utiliser et très bien documenté. Sur macOS, vous avez FileVault, qui est un logiciel utilisé depuis Lion. Et enfin, sur Linux, nous avons Lux, qui est le principal logiciel de chiffrement qui est implémenté sur la plupart des systèmes d'exploitation. Dans la plupart des cas, ces systèmes d'exploitation disposent d'une simple case à cocher qui peut être activée lors de l'installation pour chiffrer complètement le disque dur avant que le système d'exploitation y soit installé. Il existe également des systèmes de fichiers chiffrés basés sur des conteneurs. Ceux-ci sont un peu différents du chiffrement de l'intégralité du disque dur, car ils sont chiffrés, déchiffrés, montés, démontés, via un logiciel installé, et exécutés séparément du système d'exploitation. Le plus connu est VeraCrypt. Certaines techniques exploitent la façon dont les applications mobiles interagissent avec les serveurs distants pour découvrir et se connecter avec les utilisateurs. Pour ces cas-là, votre équipe souhaitera peut-être utiliser un appareil Android ou Apple, ou peut-être un émulateur qui exécute des systèmes d'exploitation mobile au sein d'appareils virtuels sur un ordinateur. Vous pourriez aussi choisir de ne pas augmenter la complexité de votre plateforme et de ne pas utiliser ces techniques. Des téléphones bon marché peuvent être obtenus en ligne, sur les sites d'occasion et même auprès d'opérateurs de téléphonie mobile. De nombreux opérateurs proposent également des options de paiement à l'utilisation ou prépayées, qui peuvent être abordables pour la plupart des organisations et qui permettent aux enquêteurs d'exécuter des applications mobiles. Chaque option peut être évaluée par votre équipe et votre direction pour déterminer lesquelles conviennent à vos enquêtes. Une autre option consiste à utiliser un émulateur. Il s'agit d'un logiciel qui s'exécute sur votre ordinateur et agira comme un appareil mobile, et vous permettra d'exécuter des applications comme vous le feriez sur un appareil réel. Cette émulation logicielle peut constituer une approche efficace et rentable de l'utilisation des appareils mobiles. De nombreuses options peuvent être évaluées. Il existe plusieurs émulateurs Android qui sont gratuits. Je vous en ai listé quelques-uns. Les émulateurs pour les appareils Apple tels que les iPhones et les iPads varient en qualité et en fonctionnalité, mais se concentrent principalement sur le développement de logiciels.
La plupart des analystes conviennent que l'utilisation d'un appareil physique est la plus simple et la plus rapide pour les activités OSINT lorsque l'on travaille avec un appareil Apple. Il existe des plugins qui permettent à notre navigateur de changer d'user agent. L'user agent est quelque chose que les sites web utilisent pour changer l'affichage de leur site, par exemple pour une version mobile. Étant donné que ces données proviennent de nos navigateurs, nous pouvons les contrôler. Il est très simple de modifier l'user agent sur notre navigateur afin que notre trafic semble provenir d'un appareil mobile. Vous pouvez vous-même utiliser le User Agent Switcher, qui est un plugin sur Firefox, pour changer l'user agent sur votre navigateur pour être celui d'un iPhone. Allez vous-même visiter un site, tel que ceux que nous avons vus précédemment, pour voir les informations que votre navigateur leak au site web, et vous verrez que celui-ci croit que vous avez un autre appareil. Changer l'user agent pour celui d'un appareil mobile peut tromper des sites web simples. Les sites les plus avancés examineront l'user agent en conjonction avec d'autres informations du navigateur, comme la taille de l'écran de votre navigateur. Nos ordinateurs portables et systèmes de bureau sont dotés d'écrans qui peuvent être de taille énorme. Bien que cela soit pratique pour regarder des films, cela indique au site web que vous n'êtes pas sur un appareil mobile. La plupart des appareils mobiles ont des écrans de plus petite taille. Si vous ne modifiez pas la résolution de votre écran pour qu'elle corresponde à l'appareil que vous prétendez émuler, un site web avancé peut signaler votre activité. Pour résoudre ce problème, nous pouvons utiliser les outils de développement du navigateur. Généralement, lorsque l'on appuiera sur la touche F12 de votre clavier, celui-ci s'affichera. Dans les principaux navigateurs web, les outils de développement permettent de modifier la résolution d'écran de votre navigateur. Amusez-vous par exemple à le faire. En tant qu'analyste, nous aurons nécessairement de très nombreuses combinaisons de noms d'utilisateurs et de mots de passe à suivre et à utiliser. Trouvez un système qui fonctionne pour vous et votre organisation pour gérer ces informations importantes. Il s'agit là de quelque chose de très important. Trop souvent, les gens utilisent du texte non chiffré ou des feuilles de calcul pour noter leur nom d'utilisateur et leur mot de passe. Et ils découvrent ensuite que ces fichiers sont volés, endommagés ou sauvegardés sur un appareil distant sans chiffrage, et que leurs données ne sont plus en sécurité. Que vous gériez les identifiants de connexion et les questions de réinitialisation d'un mot de passe pour vos sock puppets ou les identifiants de la version payante d'un site web que vous utilisez pendant votre travail, garder ces données en sécurité et accessibles est une priorité. Ces dernières années, davantage d'options de gestion de mots de passe ont été lancées sur le marché. Beaucoup d'entre eux sont gratuits ou peu coûteux, faciles à utiliser et sécurisés. Le choix principal que vous devez considérer est l'endroit où vous souhaiterez que vos mots de passe soient stockés, sur un serveur dans le cloud ou dans un fichier auquel vous aurez accès. Les deux types de systèmes présenteront des avantages. Par exemple, au niveau du coût, les gestionnaires de mots de passe vont de gratuits en passant par des frais mensuels ou annuels. Pourquoi utiliser un gestionnaire de mots de passe pour vous simplifier la vie s'il est difficile d'accéder aux données dont vous avez besoin quand vous en avez besoin? Vous accédez au système basé sur le cloud via un navigateur web ou une application mobile, ce qui facilite l'envoi de la récupération de vos données. Les systèmes basés sur des fichiers sont plus difficiles à synchroniser sur des ordinateurs et les appareils mobiles, mais peuvent être réalisés à l'aide d'un stockage basé sur le cloud, tel qu'avec Dropbox ou Google Drive. Enfin, les solutions basées sur le cloud sont simples à maintenir puisque vous utilisez des applications tierces. Les systèmes basés sur des fichiers nécessitent l'installation et la maintenance de programmes sur vos ordinateurs, ce qui peut parfois constituer un obstacle à la convivialité. Peu importe le gestionnaire de mots de passe que vous et votre équipe choisissez d'utiliser. Utilisez-le. Cela vous déchargera d'une quantité importante d'énergie mentale et vous permettra de créer des mots de passe plus forts et plus complexes. Vous pouvez voir ici quelques-uns des meilleurs gestionnaires de mots de passe que vous souhaiterez peut-être utiliser si vous n'en avez déjà pas un. Nos comptes, qu'ils soient réels ou factices, ne sont pas différents des autres comptes d'utilisateurs pour les attaquants. Ils tenteront de les compromettre en devinant les mots de passe ou en répondant aux questions basées sur les connaissances pour réinitialiser les mots de passe. Aidez les attaquants à avoir plus de difficultés à effectuer ces activités en vous assurant que vos mots de passe sont forts et que les réponses basées sur les connaissances sont aléatoires. Les gestionnaires de mots de passe nous aident dans ces deux tâches en générant automatiquement des mots de passe basés sur des règles que nous leur demandons. Ils disposent également généralement d'un champ de notes idéal pour saisir les réponses aux autres informations relatives au compte. Par exemple, la date de naissance, une jeune fille de la mère, etc.